Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 11 novembre 2024. Alors aujourd'hui, on va voir quelques actions, notamment sur le CAC 40, qui ont bien bougé. On est toujours dans l'euphorie de l'élection de Donald Trump et des investissements qui continuent d'être confirmés sur la dynamique. On en a parlé récemment avec les membres notamment, et puis ici en vidéo, sur les secteurs un peu à jouer et qui seront certainement porteurs à court terme. On verra aussi un petit point sur le Bitcoin et puis on fera l'agenda de la semaine en début de vidéo pour voir les chiffres aussi qui vont tomber cette semaine et qui pourront aussi influencer la volatilité sur les marchés. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatives et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le Bitcoin qui explose, on l'avait dit, il y avait de grandes chances, notamment ici début septembre. C'est ce qui s'était passé le 9 septembre, qu'on ait un signal haussier sur le Bitcoin. Ça a été renforcé et amplifié par l'élection de Trump qui est pro-Bitcoin récemment, et c'était déjà dans une période aussi post-halving. Donc on a tous les signaux qui se mettaient au vert pour l'explosion du Bitcoin. C'est la confirmation ces derniers jours, avec notamment encore cette progression, notamment ce week-end et dimanche avec une grosse explosion. Et puis là on continue, on prend 4% aujourd'hui, on est sur les plus hauts, on est à 84 000. Alors, on a dû mécher sur les 85 000 dollars aujourd'hui. Donc confirmation sur le Bitcoin. Alors ça va peut-être aussi construire un peu ces prochains jours, avoir un retracement plus ou moins important, mais la dynamique elle est là et il faut rester sur le Bitcoin et les altcoins aussi qui progressent la plupart, ou les valeurs en relation avec soit l'achat de Bitcoin ou le minage de Bitcoin qui explose aussi. Moi, je suis par exemple sur Marathon Digital et on a une progression à près de 20% aujourd'hui. Donc, confirmation que toute l'économie un peu crypto est en train de progresser comme on l'attendait. On va regarder avant le CAC 40. On va faire un petit point sur l'agenda de la semaine. Alors, aujourd'hui, on a eu juste les nouveaux prêts bancaires, notamment en Chine, qui sont revenus un peu en deçà des attentes et de ce qui était fait le mois dernier. Là aussi, ça va demander du temps par rapport au plan de relance qui est un peu déçu dernièrement, mais je pense que la dynamique va être là. Et on le voit aussi sur pas mal d'actions, pas forcément uniquement sur les États-Unis et même en relation avec la Chine. Finalement, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un rendu, on le voit sur le CSI 300, après l'énorme euphorie, le retour un peu à la moyenne, la période d'accumulation, et puis là on a eu le plan de relance qui avait un peu déçu, où on avait baissé énormément, et là on reprend 1,8. Donc on voit qu'on est dans cette période d'accumulation finalement où on ne rend plus rien, mais on va aller plutôt dans cette dynamique de reprise de la Chine, avec les relances et les obligations émises par les gouvernements locaux chinois. Là aussi, il y aura certainement sur pas mal d'actions, notamment en relation avec les États-Unis et la guerre commerciale qui vont se faire, on imagine. Peut-être des secteurs à éviter, un peu de volatilité, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de valeurs qui sont intéressantes, je pense, à prendre maintenant et à suivre pour le moyen terme, avec une Chine qui va enfin se réveiller. Après, on l'a vu, plusieurs années de dépression post-Covid, politique zéro Covid qui a énormément plombé l'économie, et également la crise immobilière. La crise immobilière dont on a encore un peu les retombées sur l'économie chinoise. On arrive un peu à la fin. Et c'est ça, donc là on a quand même un beau retour. Alors là aussi, on n'a pas de reprise en V, mais un début de retournement de construction et des valeurs certainement intéressantes en Chine. Demain, on aura entre autres chômage en Grande-Bretagne, IPC en Allemagne et sentiments Allemagne et Europe. C'est pas forcément les plus intéressants. Mercredi, on aura le chômage en France, mais surtout l'IPC aux États-Unis, 14h30. Ça, c'est une donnée importante. On est à 2,4 en annuel. C'est un chiffre intéressant, notamment pour la Fed. Et on sait que la Fed n'est pas forcément... Enfin, c'est Donald Trump qui n'est pas forcément copain avec la Fed. Mais pour l'instant, il y a des lois qui gardent toujours une indépendance
de la Banque fédérale américaine. Si Trump veut changer ça, il faudrait d'abord qu'il passe par changer les lois. Et là, ça va être un peu plus compliqué pour influencer directement la Fed. Pour le moment, c'est pas le cas et Powell est a toujours une marge de manœuvre par rapport au pouvoir en place. Jeudi, on aura notamment en Europe la production industrielle, PIB et emploi aussi à 11h. Donc ça, c'est intéressant de voir la santé économique européenne. Les minutes de la BCE à 13h30 et surtout, comme d'habitude aux États-Unis, c'est là que les marchés bougent. 14h30, bénéficiaires du chômage, inscription hebdomadaire au chômage, prix à la production. Donc là aussi, on verra s'il y a des écarts importants et voir un peu la force et la résilience du marché ou pas. Et stock de pétrole brut à 17h. Et enfin, vendredi, là aussi une grosse journée, notamment en Chine avec les prix de l'immobilier, la production industrielle et la vente au détail entre 2h30 et 3h en Chine. Donc espérer de commencer à voir peut-être les premiers chiffres de reprise sur le marché chinois. On a injecté de l'argent, maintenant il faut que ça commence à apparaître en mi-novembre, début décembre. On devrait avoir un début de sursaut. Et enfin, IPC en France et vente au détail à 14h30 aux États-Unis. Donc c'est les moments importants du marché où on peut avoir des grosses variations sur les actions. Quand on joue des chiffres comme ça, forcément, ça sera acheté ou vendu sur certaines valeurs en relation avec les secteurs. Et puis les résultats aussi à suivre, notamment cette semaine. Alors, il n'y a pas grand-chose. Cette semaine, on aura un petit peu aux États-Unis Home Depot et Tencent en Chine mardi. Mercredi, on aura Alstom qui fait un retour impressionnant, mais qui est toujours... c'est un plan de désendettement, mais pour l'instant, le marché l'achète. On verra justement les chiffres d'Alstom. Là, ça risque de bien bouger, à mon avis, mercredi. On aura également Eiffage. Et puis, aux États-Unis, Palo Alto, toujours intéressant, Palo Alto. Siemens Energy aussi. Jeudi, on aura Siemens, Score. Et puis aux États-Unis, Alibaba et Walt Disney, deux belles valeurs qu'on suit généralement ici et qui semblent toujours plutôt intéressantes. Donc là aussi, jeudi, confirmation ou pas sur des chiffres à la hausse, on espère, on verra. Et vendredi, Valourec aussi. Pour le coup, Valourec, ça va intéresser pas mal de monde parce qu'il y a à la fois les acheteurs et les vendeurs qui sont en train de se battre parce qu'on a beaucoup de ventes à découvert, mais on a un titre qui est en train de monter, donc il y a une grosse guerre. Et surveiller aussi la VAD sur Valourec durant toute la semaine, voir si on va plutôt vers un rachat, vers un renforcement, parce que là aussi, les résultats de vendredi, ça peut nous faire un gros gap, et puis ça peut péter à la hausse ou à la baisse, selon les résultats, si on déçoit ou pas, si on fait mieux. Donc, pour les plus prudents, comme d'habitude, on attend les résultats, on n'investit pas trop avant. Par contre, oui, les plus audacieux, si vous voulez jouer les résultats, ça peut être volatile sur Valourec. Les indices, donc on a parlé avec la Chine. On va reparler aussi le Dow Jones forcément qui continue. On est à plus de 44 000. 44 003 on était tout à l'heure, donc toujours sur les plus hauts, sur le Dow Jones, donc les marchés traditionnels américains. Combien de temps ça va durer? Peut-être que ça peut durer parce on connaît la saisonnalité, notamment en décembre, qui est très favorable au marché actions. Des investissements qui se font en fin d'année aussi, et donc la bourse, pour préparer l'année prochaine, a tendance à acheter un peu le mois de décembre. Le Nasdaq, il est plutôt stable aujourd'hui à la mi-séance, mais on a bien monté aussi ces derniers jours. Là aussi, on est quasiment sur les plus hauts, on le voit, avec pareil, l'élection de Donald ici, qui a bien boosté les marchés, et le CAC 40 qui lui... magnifique, on fait 1,2, mais on fait rien. On est toujours dans cette période un peu pas de dépression, mais l'année est toujours négative sur le CAC 40, c'est assez misérable. Alors c'est pas le CAC GR, c'est pas le CAC avec les dividendes réinvestis, le CAC 40 par rapport à d'autres indices qui intègrent dans leur cours les dividendes, c'est pas le cas du CAC. Si vous prenez le CAC GR, donc celui avec les dividendes réinvestis, il y a quelques pourcents en plus forcément.
tous les pourcentages de dividendes de toutes les sociétés du CAC qui donnent, ils apparaissent dans le cours. Donc, mais là aussi, c'est pas flamboyant hein, sur l'année. On doit être à peine à l'équilibre ou un peu au-dessus. C'est relativement moyen. Là aussi, je pense toujours qu'on devrait avoir un beau mois de décembre. Donc là, on arrive à mi-novembre. L'objectif, 7007, 7008 peut-être, voire mieux. Mais on n'a pas encore cette rotation qui s'est faite parce qu'aujourd'hui, les flux ils vont vraiment vers les États-Unis hein, en partie, vers la Chine aussi qui a relancé. Et l'Europe, on a un peu de mal. Alors surtout privilégier, on en a parlé, les valeurs européennes qui ont des débouchés sur les pays qui sont sous les feux des projecteurs. USA, Chine notamment, qui ont un marché qui devrait accaparer justement les flux parce que l'économie va se relancer et bien plus fort que chez nous. Maintenant, il y aura toujours des affaires à faire hein, sur le CAC, mais on sent que c'est quand même beaucoup moins performant. Et on va regarder le CAC en détail. Alors, c'est plutôt beau aujourd'hui. Hein. On a quelques valeurs en rouge quand même. On va en parler, notamment Hermès. Alors, moi, je suis toujours sur Hermès. Hein. C'est le luxe qui n'est pas au mieux, mais qui, là aussi, a donné des signaux qui sont pas loin d'être des signaux de plus bas sur le luxe. Et Hermès, pour moi, c'est la plus forte du luxe. Donc s'il y a une valeur du luxe à acheter, c'est celle-là et pas les autres. On bute toujours hein, sur la moyenne à 200. C'est cette zone-là hein, qu'il faut casser pour confirmer un peu la hausse long terme sur la valeur. Pourquoi on l'a cassé? Parce que la Chine a encore du mal à démarrer, mais je pense qu'avec les plans de relance, et on le voit déjà sur d'autres actions, on le voit aussi sur l'indice, le CSI 300 par exemple en Chine, hein, ou le Dow Jones Shanghai, c'est pareil, où on voit qu'on ne descend plus, où on relance un peu l'économie, les chiffres vont arriver, les chiffres vont aller dans ce sens-là, les valeurs aussi. Alors, est-ce que ce sera le Q4, le quatrième trimestre, ou ça va apparaître sur les chiffres du premier trimestre 2025? Ça devrait repartir plutôt correctement. Hein, donc, c'est qu'une question de timing. Alors, c'est toujours une question de timing, la bourse, mais sur Hermès, je suis toujours plutôt confiant. Et on devrait, avec la reprise de ces gros marchés-là, et puis aussi aux États-Unis, hein, parce qu'il y a un débouché intéressant, notamment d'Hermès sur le luxe, pas que en Chine, mais aux États-Unis. On a le Japon, Asie-Pacifique, mais la donne aussi aux USA est importante. Et le Trump, avec le pouvoir d'achat, est plutôt intéressant. Et puis les taxes sur le luxe sont pas forcément les pires par rapport à d'autres secteurs. On pense à l'automobile ou aux spiritueux, aux alcools et aux vins. Le luxe devrait s'en sortir un peu mieux. Mais là, oui, on est toujours dans un échec sur les 2150 environ. Mais on confirme toujours au-dessus du gap entre les 1934 et 1987 qui existe. Et on a comblé le deuxième et surtout l'oblique ici, la première oblique de résistance qu'on avait cassée alors en faux départ au mois d'août et puis cassé sur le gap justement du plan de relance chinois. Pour l'instant, on le tient, donc ça reste aussi favorable et intéressant. Et pour l'instant, c'est de la construction, donc pas de panique pour moi à avoir sur Hermès. Vivendi, j'ai fait une vidéo aujourd'hui hein, sur Vivendi, donc si ça vous intéresse, notamment pour les détails de la scission, vous regarderez. Et ensuite, les valeurs qui fonctionnent bien. Saint-Gobain, notamment, qui a eu un relèvement de Jefferies. Alors, Jefferies, c'est pas toujours les meilleurs. Mais il y a un peu tout le monde aussi qui est plutôt pour Saint-Gobain. Ils ont donné des chiffres intéressants. Et puis, là aussi, c'est intéressant, Saint-Gobain, parce que alors, même s'ils ont axé pas mal chimie dernièrement, ils ont toujours évidemment de la construction. Et ça confirme aussi la bonne santé hein, du point bas qu'on a peut-être atteint sur la construction et la relance de pas mal de pays sur ce secteur. On avait parlé aussi de Serge Ferrari hein, dans la construction. Alors regardez, boum, depuis 2-3 semaines là, depuis le 23 octobre, Serge Ferrari, on a pris 17%, et on le voit, la construction qui a du mal,
Serge Ferrari qui a beaucoup de mal, mais qui finalement revient sur sa phase ici de son ancien support qu'elle a un peu défoncé, mais c'était le plus bas ici. Alors c'était pas le plus bas Covid, parce que le plus bas Covid il est ici, autour des 3, pile sur les 3. C'était un plus bas qu'on a eu ici juillet 2021, donc c'était avant la grosse poussée de Serge Ferrari, et on y revient, et on est en train de faire une congestion, c'est ça, hein, cette congestion avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas environ au même niveau, hein, autour des 5 ou des 5,50, et les moyennes toutes rassemblées ici, ça c'est intéressant, boum, toutes les moyennes sont là, 20, 50, 100, 150, 200 jours, c'est les petits pointillés. Donc, plutôt intéressant pour une cassure enfin à la hausse, qui nous traduit quoi? Qui nous traduit le point bas est fait sur la construction, et maintenant on va anticiper le retour. Et on le voit sur pas mal de valeurs construction, alors pas sur toutes, et on voit que les meilleurs, toujours, hein, ce que je dis souvent ici, les leaders de secteur sont toujours à privilégier, parce qu'on le voit, hein, sur Saint-Gobain, le graphe il est pas pareil du tout, il n'arrête pas de monter. Quand certains ont du mal, stagnent ou baissent, Saint-Gobain, ils sont plutôt toujours lentement haussiers, et puis quand ça va mieux, on va taper les plus hauts et on augmente énormément. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de jouer les gros, de jouer les leaders. On a le droit de jouer les petits, on a le droit de jouer les rattrapages, mais il faut jamais oublier qu'il y a une grosse part de spéculation. Quand on joue les gros, alors il peut toujours y avoir aussi des accidents, hein, sur les gros, mais généralement, statistiquement aussi, c'est plus favorable. Donc là, on l'a aussi sur Saint-Gobain, avec la confirmation, hein, et donc l'effet construction qui pourrait être intéressant. Schneider Electric et Legrand, c'est pareil, hein, c'est les deux frères. Ça s'achète pour moi, c'est toujours haussier, même là, le gap était franchement excessif, hein, donc rachat sur moyenne à 200, on va combler le gap prochainement sur Legrand. Alors Schneider est un peu plus plébiscité, notamment parce qu'ils sont beaucoup plus gros aussi que leurs copains Legrand. Mais là aussi, avec l'argent gagné sur la gestion d'énergie des data centers, ils ont de belles perspectives devant eux. Et puis Safran aussi, plus haut historique. On n'arrête pas de monter. Juste une petite chose sur Michelin. Oui, court terme, rebond technique sur Michelin. Donc ça progresse, mais ce genre de graphe, on les connaît. On casse la moyenne à 200, on fait un gap baissier. Derrière, il y a un rebond, on se dit c'est fini. Non, c'est pas fini. Parce que 7 fois sur 10 ou 9 fois sur 10, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un rebond qui va pas aller jusqu'au gap. C'est-à-dire qu'on va pas aller ici au 33,81 et on va descendre. On va monter, on va faire un échec ici. Et on va descendre. Alors je dis pas que c'est ce qui va se passer sur Michelin, mais statistiquement c'est le genre de scénario qui a le plus de chances d'arriver sur ces genres de graphes là, sur ces dossiers qui sont baissiers, parce qu'on est rentré en baisse sur Michelin depuis mi-octobre. Donc aujourd'hui on a un beau rebond, on a une belle réaction. C'est que du rebond technique, c'est trop tôt pour se replacer sur Michelin, qui reste une valeur intéressante, mais qui, je pense, a peut-être pas encore fini sa décote. Là, par contre, sur les 28, 28,40, 28,7, ça serait intéressant. Mais on en est loin, et il faut plutôt éviter, je pense, de rentrer trop vite. Et on a... qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelques valeurs? On va parler juste de quelques valeurs du portefeuille, notamment ABV. On revient sur des niveaux plutôt intéressants. Pourquoi on a baissé comme ça sur ABV de plus de 10%, moins 11,5 à la mi-séance? Il y a eu un traitement notamment sur la schizophrénie qui a été mauvais, hein, qui n'a pas donné de résultat. Forcément, c'est beaucoup d'argent dépensé pour... pas forcément pour rien, mais ça remet à plus tard, ou ça demande encore d'autres investissements pour approfondir les traitements. Donc, ce genre de choses, c'est sanctionné par le marché. Hein, peut-être un peu trop aussi. 11% ABV, c'est une belle valeur, c'est une grosse pharma. Elle en a plein, hein, des phases 2, phase 3 qui vont arriver, qui sont en cours. Des traitements, ça fonctionne pas toujours. Mais là on a la sanction du marché qui est logique, mais qui nous ramène finalement sur ces niveaux-là. Mars 2024, c'était le plus haut.
On avait eu du mal et puis quand on l'a cassé, hein, on a continué la hausse, mais on voit que bah, on revient où? On revient sur des niveaux un peu ici. Alors non, il n'y a pas vraiment d'oblique, mais bon. Sur les niveaux autour de la moyenne à 200 qui sont régulièrement achetés. On l'avait vu notamment là, hein, en mai 2024. On avait cassé hein, cette zone-là, hop, fin 2023, été 2023 et fin 2023, mais à chaque fois on est reparti et on le voit sur ABV. Belle valeur hein, qui donne du dividende, qui n'arrête pas de progresser, qui a énormément de thérapie dans son catalogue. Et là, bah, c'est peut-être plus un point d'entrée que... alors oui, pour vendre, malheureusement, ça fait partie du jeu hein, sur les valeurs santé. Bah, c'est un peu trop tard maintenant pour sortir. Par contre, pour renforcer ou pour rentrer, on a certainement une valeur intéressante. Comme souvent, hein, le marché n'hésite pas à être excessif. C'est une mauvaise chose quand on est dessus. C'est une bonne chose pour rentrer et profiter de la décote. Donc ABV plutôt favorable, d'autant qu'on voit hein, le rachat en cours de séance. Alors même si on fait un chandelier rouge, on réagit bien au niveau de la moyenne à 200. Donc même si ça redescend un peu, hein, c'est pas catastrophique. À terme, ABV, ça devrait repartir vers le haut, donc plutôt favorable également. Alibaba, il y a un moment où il va falloir se placer. On n'est pas loin. On regarde les indicateurs, toujours dans le rouge. On est revenu sur la ligne des zéros. On peut encore avoir quelques jours de négatifs. Mais jeudi, résultat jeudi. Donc là, on va savoir jeudi, à court terme, que va faire le marché sur Alibaba. Est-ce qu'on va exploser un peu à la hausse ou à la baisse? Mais moi, je pense que sur le moyen long terme, on ira plus haut. Donc éventuellement, jouer les résultats avant. Et si ça passe pas, remettre une après. Si on est prudent, comme d'habitude, on attend les résultats. Mais sur Alibaba, moi je suis plutôt super confiant. Pour le moyen terme, toujours. Hein, le court terme, il y a de la volatilité, il y a beaucoup d'échanges, il y a des comportements excessifs aussi qui vont arriver, oui. Maintenant, il faut en profiter. Bah, c'est exactement comme sur ABV. Si on n'est pas dessus ou si on est dessus, ça change tout. Mais au final, le moyen terme, il sera certainement très favorable sur Alibaba. Ah oui, on a l'or. Alors l'or, un peu catastrophique, l'or. Hop, on continue de baisser. Moins de 7. Toujours pareil sur l'or. On est sur des plus hauts historiques énormes. Hein, 2008 quasiment. Est-ce qu'on les a touchés, les 2008 sur l'or? Non, 2790. Mais bon, il n'y a qu'à voir le graphe. Hein, on dirait presque du Nvidia. Donc forcément, il y a des consolidations. Là, on est loin d'une grosse baisse. Hein, c'est juste de la conso. On peut même aller ici sur les 2483. L'or reste haussier et on n'a pas de signaux de catastrophiques sur l'or, sur les achats d'or par les États. L'or également qui permet toujours la valeur refuge par rapport aux dettes hein, des pays, de ne pas acheter que du dollar ou du yen ou du yuan, etc. Donc, on est passé dans une phase peut-être à court terme de conso sur l'or. Mais pour moi, c'est toujours haussier, aussi moyen terme. Donc oui, éventuellement ça. Hein. Et repartir. On le voit, hein, les indicateurs, on est haut depuis un moment. Donc la conso, elle est obligatoire. On va pas faire que monter tout le temps. C'est pas comme ça. Par contre, oui, sur les minières, c'est un peu moins bien. Et notamment sur Barrick Gold, qui continue de baisser. Mais qui revient ici, moyenne à 200. Et qui comble le gap. Donc ça, c'est une bonne chose. Gap comblé sur les 17,46, c'est fait. Il n'y a plus de gap sur la valeur. Enfin, il y en a un ici. Si on veut vraiment être exact, hop, il y a un petit gap baissier là, mais bon. On a comblé le gap. Pour moi, c'est haussier et c'est plutôt à tenir hein, sur l'or, les valeurs minières. Or, on a l'argent aussi hein, qui devrait bien fonctionner en 2025. Donc plutôt tenir sur ces valeurs-là. On continue sur Géo.
faut monter les stops et puis il faut tenir. Alors moi j'en avais parlé notamment de liquider la moitié de la position sur l'explosion et puis garder l'autre pour voir où ça va aller. On continue de monter. On avait déjà pris, on avait parlé ici je crois, hop. On avait pris 45% rapidement, donc vendu une grosse partie. Et puis l'autre partie, on continue en mettant des stops, par exemple, sur le plus bas de la veille. Il y a un moment où ça va forcément aller fortement vers le bas. Et c'est ça que ça nous permettra de sortir de la valeur, éventuellement de se replacer plus tard ou de jouer d'autres secteurs, parce que là, on s'est déjà quand même bien payé sur la bête. Donc, pas rester éternellement et prendre ses bénéfices sur les valeurs qui fonctionnent très bien comme ça. HubSpot, rentré récemment, ça confirme bien, les résultats étaient très bons et puis là aussi on n'arrête pas de progresser. Des volumes mais pas exceptionnels non plus, donc toujours plutôt intéressant de rester. On a une petite résistance ici à 693 qui peut, je pense, à court terme embêter un peu le titre, mais même si on redescend un peu, là aussi il faut rester sur HubSpot parce qu'on est toujours dans une belle tendance et puis on a eu cette configuration notamment sur ces échecs ici autour des 560 et puis les gaps haussiers sur résultat ça trompe rarement, donc à court terme pour vraiment les très court-termistes, oui, on peut vendre sur les 693. Après, à moyen terme, il faut plutôt accepter le retour ici un peu plus bas pour revenir sur les plus hauts et les casser, je pense, décembre ou janvier, on verra, peut-être avant. IBM, toujours positif, je ne vais pas en parler, mais toujours favorable. Il y a aussi un accord avec des entreprises de semi-conducteurs coréens et japonais avec IBM. Donc là aussi, c'est à suivre. Et ça fait partie des valeurs IA et techno dont on parle pas le plus, IBM, et qui ont encore un gros potentiel, je pense, en bourse. Donc à surveiller, on parle toujours de Nvidia, etc. Et puis AMD aussi. Mais IBM, ils sont en train d'exploser aussi dans l'IA, donc toujours à surveiller. Marathon Digital ou Mara Holding, puisqu'ils ont changé de nom. Confirmation sur le Bitcoin, ça explose, on est à 22% aujourd'hui. Et on n'est pas sur les plus hauts, même pas sur les plus hauts du mois de mars. Marathon, ils produisent, ils minent leur Bitcoin. Ils ont aussi des usines de production d'électricité. Donc ils ont un peu toute la chaîne à savoir ce qu'ils utilisent pour miner l'électricité. C'est mieux quand on est impliqué comme ça à 100%. Et je pense que c'est une des valeurs les super intéressantes liée à l'économie Bitcoin, parce qu'elle fait pas que acheter, elle mine et elle produit l'électricité pour miner le Bitcoin. Donc c'est une valeur, pour moi, une des plus intéressantes sur l'économie Bitcoin. Et enfin, on va finir. Palo Alto, on a les résultats quand sur Palo Alto? Mercredi, ça s'achète aussi. Gap haussier, un nouveau plus haut historique. Alors là aussi, résultat. Ils seront peut-être vendus fortement, excessivement, moins 5, moins 10, ça s'achètera, à moins qu'on ait des résultats catastrophiques, mais il faudra voir forcément. Là aussi, sur le moyen terme, Palo Alto, on est plutôt largement favorable. Il y avait aussi Palantir qui a explosé. Toujours intéressant ces valeurs-là, ces valeurs tech un peu, et gestion de données ou cybersécurité. Et on va finir avec Ruby qui est en rebond technique. Alors on l'avait dit, à court terme, ça se joue ici, ce rebond sur support. Pour l'instant, c'est toujours baissier Ruby. Si vous voulez une action gaz, privilégiez peut-être GTT. Là, c'est plus spéculatif. Mais ça peut repartir. Mais pour l'instant, on est toujours un peu baissier sur Ruby. Et il y a eu un profit warning, donc ça reste rebond technique et il faudra déjà combler le gap pour peut-être y voir un peu plus clair. Mais attention, Tesla qui continue avec l'effet Trump. Jusqu'où c'est plutôt impressionnant ce qu'ils ont fait. Je pense pas qu'on ira au 414. On va s'arrêter avant. Là aussi,
je pense qu'il faut la trader un peu court terme, cette valeur-là, parce que on a bien profité de l'effet Trump. Après, il va y avoir des prises de bénéfices, des ventes, on va revenir à la moyenne, et puis c'est là où il faudra se placer éventuellement pour le moyen terme. Donc, si vous êtes dessus, pensez aussi à monter les stops et puis à voir hein, éventuellement ici sur les 384. Ça risque d'être compliqué. La dynamique pour l'instant est toujours très forte, mais les volumes, ils sont pas monstrueux. Ils sont importants, ils sont pas monstrueux non plus. Et je pense qu'il en faudrait beaucoup plus pour justement aller casser ces plus hauts à 390 et 414. Le prix juste de Tesla, à mon avis, dans quelques semaines, il sera plutôt autour des 300. Et ça bouge un peu sur Virgin. Hein. Alors là aussi, on joue le long terme. Mais ça fait un moment qu'on a fait les 5,30. C'était au mois d'août, le 5 août, le fameux 5 août. On arrête de baisser. Il y a des volumes qui reviennent. Sur Virgin Galactic, ça peut être favorable peut-être de renforcer ou de rentrer. Alors moi je suis dessus mais une très petite ligne. Je vais probablement renforcer prochainement. Mais on joue 2026, donc il y aura tout 2025. Peut-être en anticipation notamment hein, sur les commandes et la direction qui pourrait peut-être communiquer en 2025, notamment sur le prix des billets et puis le nombre de commandes. On sait que les avions hein, qui doivent passer des tests, notamment des tests de fiabilité aussi, et surtout ce qui nous intéresse, c'est la capacité à enchaîner les vols sans réparation, sans retour à la case départ. C'est ça qui va amener du bénéfice pour Virgin et leur nouvel avion, hein, beaucoup plus performant que les anciens qui avaient été faits pour l'après-Covid. Devrait leur permettre de générer de l'argent. Pour l'instant, évidemment, et c'est toujours un pari sur l'avenir, ils continuent de perdre de l'argent et ils vont en gagner que en 2026 a priori. Mais ça revient. Ça revient dessus. Les volumes sont là depuis cet été. Et puis là, depuis le mois d'août, ça ne baisse plus. Et on voit enfin des attaques sur les moyennes. Notamment la moyenne à 100 jours, parce que bon, 20 et 50, c'est un peu tendre, mais là, on commence enfin à attaquer ces moyennes-là. Donc oui, à ce stade spéculatif, évidemment long terme, mais peut-être hein, commencer à se placer ou à se replacer, ça peut être intéressant. Puis il y avait, je crois, juste une valeur abonnée. C'était XPEL. Alors XPEL, c'est notamment dans le secteur automobile, c'est les peintures hein, qui résistent ou qui se refont, je crois. Un film et revêtement de protection pour les peintures et qui est plutôt performant. Alors oui, comme le secteur auto, on a parlé notamment aussi avec le palladium hein, qui revient bien, toutes les valeurs en relation, alors pas toutes, mais la plupart. Il y avait OP Mobility aussi qui était intéressante, plus que Forvia. Forvia aussi monte. À suivre, donc XPEL, oui, qui bénéficie du petit boom sur le secteur auto. Forcément, on revient. On revient où? Moyenne à 200. Échec au mois d'août, échec au mois de septembre, échec au mois d'octobre. Et là, au mois de novembre, hop, on passe devant aujourd'hui. Peut-être la fin, enfin, les volumes aussi. Regardez les volumes depuis 3-4 jours. Là, on est qu'à la mi-séance. Ça va évidemment remonter. Mais les 3 dernières séances, oui, gros volume. On a eu le gap haussier aussi. Et le gap qui existe toujours, hein, notamment ici sur les 33,60. Alors, on est revenu un peu sur les 38,16, mais pas de beaucoup. On voit que ça a été des zones rachetées. Hein. Donc ça aussi, c'est plutôt fort. On crée un gap, on revient sur la zone ici de gap, c'est racheté. Casse la moyenne à 200, donc oui. Le secteur est pas au mieux, on sait, on est dans du rebond, mais ça peut être intéressant quand même parce qu'il y a des signaux plutôt favorables sur XPEL, donc plutôt intéressant éventuellement de jouer ouais, le retournement pour aller peut-être enfin combler le gap ici à 52,77. Ça reste un peu tendre, mais ça se joue éventuellement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les valeurs que vous avez en portefeuille, celles que vous voulez acheter, celles que vous voulez vendre éventuellement, les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus.